Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un petit peu tous les types de bateaux qu'il existe dans le domaine fluvial parce que l'idée c'est de créer du contenu autour de tout ça. Mais je pense qu'à la base c'est de comprendre un peu ce monde-là parce que les péniches, on entend de tout. Je pense que sans entrer trop dans le détail de la législation, des coûts d'amarrage, tout ce qu'il peut y avoir, vraiment juste parler aujourd'hui des différents types de bateaux, de leurs différences, ce que ça comprend quoi. Quand on achète une péniche, il y a trois types de bateaux. La péniche Freycinet, la péniche type Lux Motor et la péniche type Chalk. La péniche Freycinet. La Freycinet, c'est vraiment le modèle le plus répandu en France. Il mesure environ 38 mètres de long pour 5 mètres de large. Et ces dimensions viennent directement d'un standard mis en place à la fin du 19e siècle pour adapter les écluses du réseau français, qui faisait environ 40 mètres sur 5 mètres. Et du coup, ils ont vraiment voulu standardiser les bateaux avec la Freycinet. À l'origine, ces bateaux, ils étaient conçus pour transporter des marchandises, donc avec des capacités de plusieurs centaines de tonnes, ce qui est vraiment colossal. Et aujourd'hui, ils offrent souvent une surface habitable d'environ entre 150 mètres carrés et 200 mètres carrés en fonction des aménagements. Et c'est un bateau qui offre beaucoup d'espace, avec une forme longue et large, qui impose peu de contraintes dans l'aménagement finalement parce que c'est des volumes assez industriels et carrés finalement. Et on en trouve vraiment dans toute la France et avec une forte présence en Île-de-France pour le coup. Les Lux Motor. Ensuite, il y a deux types de péniches hollandaises et là on va parler des Lux Motor. C'est aujourd'hui mon type de bateau. Sur Popette, on est sur une Lux Motor et c'est pour moi une péniche qui est vraiment très équilibrée, aussi bien en navigation que sur la partie habitable. Elles apparaissent au début du XXe siècle, aux Pays-Bas, et étant déjà considérées à l'époque comme un des bateaux les plus confortables. Leur longueur dépasse rarement 30 mètres. Par exemple, Popette, elle fait que 18 mètres. Elles font entre 4 et 5 mètres de large, ce qui fait des bateaux relativement étroits et très maniables, notamment les petites écluses, je pense au canal du Midi, là où on est nous. On les reconnaît souvent à leur étrave pointue et leur arrière arrondi, ce qu'on appelle aussi cul de poule. Ce sont des bateaux très équilibrés, souvent très agréables à vivre, moins faciles à aménager par contre, moi ce que j'adore avec les Lux Motor, c'est qu'elles ont une bouille trop mignonne et elles sont un peu difformes, assez rondes, pas du tout standardisées. Chaque bateau et chaque chantier a sa particularité et je trouve qu'elles font partie vraiment des plus belles péniches. Donc la péniche Lux Motor, c'est souvent un choix un peu émotionnel, qui est souvent lié à l'esthétique quand même, on va pas se mentir, parce que à aménager c'est quand même plus compliqué, les formes sont un peu plus étroites et c'est souvent des petits navires, donc En tout cas, moi c'est celle que j'ai choisie et qui je trouve offre le meilleur compromis. Ensuite on a les Chalk, c'est des bateaux beaucoup plus anciens qui remontent au XVIIe siècle et à l'origine ce sont des voiliers de transport capables de naviguer aussi bien en mer que sur les canaux et sur les fleuves aussi. Et ils sont vraiment reconnaissables avec leur forme arrondie, un peu en forme de banane. Ils ont été motorisés au début du XXe siècle, il me semble, tout en conservant leur silhouette d'origine, ce qui les rend assez particuliers. Aujourd'hui, on retrouve toutes les tailles sur les Chalk. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de règles, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on les considère généralement comme des bateaux fluvio-maritimes, c'est-à-dire qu'ils sont quand même conçus pour aller un peu en mer à la base. Et du coup, ils peuvent encaisser les vagues, même si forcément, aujourd'hui en France, si un bateau est classé de catégorie D, il n'a pas le droit d'aller en mer, ça reste un bateau fluvial. Mais il faut savoir que dans sa conception, il est prévu pour. Et c'est des bateaux qui sont quand même assez polyvalents, parce que même s'ils sont labellisés bateaux fluviaux et ils n'ont pas le droit d'aller en mer, le fait que leur conception leur permette d'encaisser quelques vagues, ça leur permet, je pense à des navigations sur fleuve un peu toniques, comme le Rhône ou le Rhin par exemple. Ça permet d'être vraiment tranquille sur la partie navigation et ils sont généralement très maniables aussi. Et ensuite, il existe un modèle beaucoup plus réduit qu'on appelle pénichette. Elles font généralement moins de 20 mètres, elles sont très maniables et plus accessibles financièrement aussi. Ce qu'elles permettent et ce que les autres bateaux ne peuvent pas, c'est accéder à des emplacements parfois impossibles pour les grandes unités, quoi. Et ça fait des bateaux au final très polyvalents aussi, entre le coût d'achat, de l'entretien, du stationnement. Et c'est souvent une bonne porte d'entrée pour découvrir la vie sur l'eau, même si le volume habitable est plus limité. Ça s'adresse plus à la plaisance et à profiter de son bateau plus qu'à y vivre à plein temps, quoi. Et enfin, les bateaux logements, aussi appelés houseboats, ce
sont généralement d'anciennes péniches transformées pour un usage là pour le coup purement résidentiel. Et voilà, ça permet de faire des aménagements super optimisés, avec des grandes pièces de vie, des bonnes hauteurs sous plafond, des grandes ouvertures, des terrasses. Voilà, ça nous permet de faire pas mal de choses, mais forcément on perd le côté bateau, c'est pas du tout prévu pour la navigation. On en trouve surtout beaucoup en région parisienne. Par contre, quelque chose à prendre en compte qui est très important, c'est aussi le label BIP. C'est un label qui veut dire bateau d'intérêt patrimonial et voilà, ça permet de reconnaître les bateaux qui ont une valeur historique ou patrimoniale, et ça peut être lié à l'âge du bateau, à son état d'origine ou à son histoire. Et c'est le cas du mien pour le coup, qu'on vient d'ailleurs de renouveler récemment. Et ce label permet plusieurs choses, il y a pas mal d'avantages quand même. Donc quand on nous attribue ce label, c'est vrai qu'il y a une petite fierté parce qu'on fait partie à part entière du patrimoine fluvial. Et c'est vrai qu'on habite sur des bouts d'histoire, sur des canaux d'histoire. Enfin voilà, il y a vraiment toute une partie historique dans ce mode de vie. Au-delà de la partie un peu fierté, il y a aussi beaucoup d'avantages liés au BIP. Notamment la carte de navigation. On a une énorme réduction, je ne sais plus exactement les chiffres, mais elle est aux alentours des 800 € généralement en 2026. Et là, voilà, ça nous permet une réduction de quasiment 90%. On paye moins d'une centaine d'euros pour tous les bateaux glacés BIP. Et ensuite, en fonction des endroits, il y a vraiment des facilités en emplacement. Voilà, ça permet des fois d'acheter un bateau BIP, de récupérer l'emplacement directement, sans passer par une liste d'attente qui des fois dure pendant des années. Voilà, c'est quand même un label de reconnaissance, mais il y a en plus des avantages financiers, mais pas que liés à tout ça. Mais tout ça, voilà, c'est la partie habitation du fluvial. Et historiquement, toutes nos péniches étaient destinées à faire du transport de marchandises. C'est bien d'en parler aussi du fret fluvial et de la place qu'il a dans notre pays et en Europe en général aussi. Parce que le transport fluvial représente des millions de tonnes chaque année. Il faut savoir qu'un bateau peut transporter entre 1000 et 3000 tonnes aujourd'hui, soit l'équivalent de dizaines voire vingtaines de camions semi-remorques en un seul bateau. Donc vraiment un enjeu écologique. C'est vrai que le fluvial revient beaucoup aujourd'hui dans le débat politique et dans les discussions pour des raisons écologiques pour le coup. C'est un mode de transport efficace qui permet de transporter de grandes quantités avec moins d'émissions carbone, et c'est une vraie alternative au transport routier qui aujourd'hui est beaucoup trop représenté. Et il faut savoir que le fret fluvial français n'a rien à voir en termes de proportion avec nos voisins hollandais, belges ou encore allemands. Nous, c'est entre 2 et 3% le fret fluvial par rapport à toute notre logistique, tandis que les Européens, je crois que les Pays-Bas, ça peut monter jusqu'à 40%. Donc voilà, je pense notamment au Rhin qui est très développé sur le transport de marchandises. Et nous, on a beaucoup de retard. Pourtant, on a vraiment des structures adaptées, et notamment avec le Rhône. Je trouve ça un peu dommage, mais il y a des actions qui sont faites, ça va vers le positif. On est là pour défendre le fluvial. C'est pas encore parfait et on a encore énormément de parts logistiques à prendre en France par rapport à nos voisins. Mais il y a des actions et le domaine du fluvial revient dans le débat public, donc c'est encourageant et c'est positif. On va encourager le fluvial. Voilà pour la petite aparté fret. Pour revenir à nos péniches d'habitation, au final, choisir une péniche, c'est pas juste choisir un bateau, c'est vraiment choisir une manière de vivre. Chaque type de bateau impose des contraintes, mais aussi un certain rapport à l'espace, au temps et à l'eau aussi, en fonction de notre programme de navigation. Donc j'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant et que vous en avez appris un peu plus sur les différents types de bateaux et le domaine fluvial. En tout cas, si vous voulez que je parle un peu plus en détail des coûts, de la logistique, de l'amarrage ou encore de la navigation, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'on pourra faire une vidéo dédiée à tout ça. Et en attendant, on a plein de choses prévues en 2026. Et voilà, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao.